Salut! Le monde du manga regorge de parcours atypiques, et certains sont plus surprenants que d'autres. Des auteurs qui arrivent là où on ne les attendait pas forcément, portés par une ambition inébranlable et une envie viscérale de raconter des histoires. Et s'il y a bien un gars pour qui ça n'était pas gagné d'avance, mais qui aujourd'hui siège parmi les personnalités les plus influentes du milieu du manga, c'est bien évidemment Muneyuki Kaneshiro. L'histoire de Kaneshiro est assez particulière. C'est un gars qui commence dans la musique, et de ce que j'ai pu lire, qui se démerde pas trop mal en beatbox, mais le truc c'est que lui, il a toujours rêvé de faire des mangas. Du coup, il va entamer un cursus pour apprendre le métier, et en parallèle à ça, il va participer à plein de concours de maisons d'édition pour essayer de se faire connaître. En 2008, à seulement 20 ans, ses efforts paient, et il finit par gagner le concours du meilleur débutant du Weekly Shonen Jump. Le truc, c'est que malgré ce petit succès, Kaneshiro il a un gros souci, il galère en dessin. Et bon, être nul en dessin, on va pas se mentir, c'est un peu handicapant pour prétendre être mangaka. A tel point qu'un jour, il y a un rédacteur du Weekly Shonen Jump qui va lui dire « Bon, écoute, tes dessins ils sont plutôt nazes, par contre tes histoires il y a vraiment quelque chose, tu devrais peut-être voir à devenir scénariste. » Et ce conseil, eh bien ça va changer la vie de Kaneshiro, puisque c'est ce qu'il va faire, et c'est comme ça qu'est né l'un des acteurs de la scène manga les plus importantes ces dernières années. Et c'est vrai que depuis tout à l'heure je vous parle de lui, mais en fait peut-être que son nom vous dit juste rien. Muneyuki Kaneshiro, c'est l'homme qui en seulement 7 ans a scénarisé les deux pépites que sont Jagan et Blue Lock. Son parcours, c'est celui d'une détermination sans faille, un jeune homme qui rêvait de faire des mangas et qui, malgré son manque de talent pour le dessin, a réussi à donner vie à ses histoires et à atteindre le sommet. Cette volonté inébranlable de réaliser ses désirs, quels que soient les obstacles, c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup dans l'essence de ces deux œuvres majeures, et même si c'est vrai que Blue Lock est peut-être la représentation la plus évidente de ce thème, j'avais trop envie de parler de Jagan sur la chaîne. Jagan, c'est un peu le vilain petit canard d'un trio, et pourquoi je parle de trio? Eh bien tout simplement parce que l'histoire est très semblable à celle de Jujutsu et Chainsaw Man, parues sensiblement au même moment. Le truc, c'est qu'à la différence de ces deux compères, Jagan n'a pas eu droit à son adaptation animée, et ça, je vous jure que c'est bien dommage. Entre visuel unique, très soigné, histoire complètement barrée et critique de l'homme, Jagan détient le cocktail parfait qui façonne les meilleurs mangas. Et c'est pourquoi aujourd'hui je vous propose qu'on déconstruise ensemble l'hypocrisie de l'altruisme humain au travers des désirs égoïstes de Shintaro Jagasaki. Aujourd'hui, explorons ce qu'est le désir à travers le manga Jagan. Jagan, c'est l'histoire de Shintaro Jagasaki, un jeune policier de la commune de Buppa, au Japon, affecté à ce qui serait en France l'équivalent de la police municipale. Son quotidien est d'une banalité affligeante. Métro, boulot, dodo. Jagasaki est en couple depuis 2 ans, mais l'idée de voir cette relation évoluer vers quelque chose de plus sérieux ne l'enthousiasme pas vraiment. Il ne cultive aucun rêve, aucune passion, il est le rouage d'un système qu'il ne comprend pas, une marionnette forcée de sourire pour ne jamais faire de vagues. Pourtant, derrière cette banalité de façade, Jagasaki cache en lui un désir bien moins courant, de violentes pulsions meurtrières. Un jour, lors d'une intervention dans le métro, un homme très agacé par son employé va subitement se transformer en mutant et s'en prendre à tous les passagers. Face à la mort, Jagasaki ne ressent qu'un seul regret, celui de ne jamais avoir eu l'occasion d'utiliser son arme de fonction. Et c'est à ce moment-là que tout bascule. Son bras se transforme soudainement en revolver, et sans réfléchir, il abat le mutant d'une balle en pleine tête. Plus tard, on découvrira que la ville de Buppa a été frappée par une étrange pluie de crapauds qui ont élu domicile dans le corps de ses habitants. Ces créatures, appelées crapadingues, prennent peu à peu le contrôle de leurs hôtes, transformant ceux qui se laissent submerger par leurs désirs en mutants monstrueux. Alors, vous vous en doutez, Jagasaki a lui aussi été contaminé. En fait, contrairement aux autres, c'est pas un crapadingue adulte qui l'a infecté, mais un simple tétard encore trop jeune pour prendre totalement possession de lui. Grâce à ça, il peut exploiter les pouvoirs des crapadingues sans perdre la raison. Enfin, du moins, tant qu'il garde le contrôle et ne cède pas entièrement à ses pulsions. Et voilà comment commence la descente captivante aux enfers de Jagan, le sombre héros chasseur de mutants. Alors, avant de donner envie à tous ceux qui connaîtraient le manga d'aller tenter l'expérience, je vais quand même être dans l'obligation cette fois-ci de faire un peu de prévention pour les plus jeunes. Jagan, c'est vraiment un manga qui est très cru, et pour le coup je le recommanderais pas à n'importe qui. C'est vrai que c'est pas le premier manga un peu trash dont je parle, mais là c'est un peu différent. Si on prend l'exemple de Gantz, c'est vrai qu'il y a effectivement des scènes qui peuvent choquer, mais le manga garde une notion de bien et de mal, et une part de justice qui permet de ne pas banaliser certaines déviances. Dans Jagan, tout ça c'est un peu plus compliqué. En fait, tout le manga repose sur les désirs humains, faisant de ces derniers le moteur dont les détraqués tirent leur force. De ce fait, le manga récompense ceux qui écoutent leurs envies, et forcément, les personnages au désir pas du tout éthiques ne réfrènent pas leur déviance puisque c'est la source de leur pouvoir. Du coup, tous les personnages, même les plus abjects, se retrouvent un petit peu victimes d'eux-mêmes. Et tout ça, ça construit une atmosphère
très particulière qui façonne en grande partie la singularité du manga. On a vraiment de tout, il n'y a aucun véritable héros, puisque chaque personne agit dans son propre intérêt en se laissant complètement submerger par ses envies. Jagan, c'est finalement une immense arène, dans laquelle le dernier survivant sera celui dont les désirs seront les plus sincères. Alors, tout ça, ça veut pas dire que Jagasaki et les rencontres qu'il fera sont des mauvaises personnes, ça veut seulement dire que ce qui les pousse à agir au nom de ce que nous, lecteurs, considérons comme bien, n'est jamais complètement désintéressé. Et ça, en réalité, c'est un truc qui est au centre des 2 mangas à succès de Muneyuki Kaneshiro. Ma plus grande difficulté est de créer des personnages qui vivent pour quelqu'un d'autre. Tout simplement parce que je suis pas ce type de personne. On pourrait également considérer la motivation sous-jacente à un état d'esprit altruiste sous un autre angle. Je suis formidable parce que je me sacrifie pour les autres. Et soudain, la façon de penser altruiste deviendrait une façon de penser égoïste. Et en fin de compte, chacun vit pour soi quelque part. Ça, ce que je viens de vous lire, c'est une réflexion que Kaneshiro a livrée lorsqu'on lui a demandé comment il construisait ses personnages. Ici, il faisait avant tout référence à Blue Lock, mais il est évident qu'il a appliqué la même logique en écrivant Jagan. L'auteur semble donc profondément sceptique quant à l'idée d'un altruisme véritable, comme si derrière chaque main tendue se cachait un intérêt personnel. Prenons un exemple tout simple, lorsque vous aidez un ami, finalement, pourquoi vous le faites? Pour l'image que ça renvoie de vous, pour vous rassurer sur votre propre bonté, et quand bien même votre geste serait sincère, il vous apporte malgré tout quelque chose, le plaisir de voir votre ami heureux. Jagan repose entièrement sur cette complexité du désir. Et il y a un personnage en particulier qui incarne cette thématique à la perfection, c'est Shiharu Matsuyamashi. Shiharu est l'élément perturbateur de l'histoire, celui qui surgit toujours au moment où on ne l'attend pas pour mettre en lumière l'hypocrisie de ceux qui prétendent renoncer à l'égoïsme au nom de la morale. En ce sens, il est à Jagan ce que Jinpachi Ego est à Blue Lock, un personnage fascinant, obsédé par l'égoïsme humain, et à qui l'auteur a donné un immense pouvoir pour explorer cette thématique. Mais s'il y a bien un moment où Shiharu frappe un grand coup, c'est dans son duel idéologique contre Misogi Akuto. Ce dernier, c'est un tétra-combattant qui défend avec ferveur le droit des détraqués, persuadé qu'un monde où chacun pourrait exprimer librement ses désirs permettrait d'éviter les débordements et la transformation en monstre. Selon lui, la répression des désirs est la cause de tout, et c'est l'accumulation de frustration qui pousse l'être humain à exploser. Mais le problème, c'est que Shiharu, lui, y croit pas une seule seconde que Misogi agit réellement pour les autres. Il est persuadé que sa seule véritable motivation, c'est la gloire qu'il retire de son combat. Et plutôt que de l'éliminer directement, Shiharu, lui, il est beaucoup plus pervers que ça, et il va chercher à démolir ses idéaux en le confrontant à la brutalité du réel. Et comment il va s'y prendre? En libérant des crapadingues en plein meeting de Misogi. Ce moment est crucial parce qu'il met en lumière l'incohérence fondamentale du discours de Misogi. Certains désirs sont tout simplement incompatibles avec l'idée de vivre ensemble. En donnant libre cours aux pulsions de la foule, ce pourquoi militait Misogi, Shiharu ne fait que prouver par l'absurde que la théorie de Misogi est une utopie. Mais décidément, le mangaka avait envie d'en mettre une seconde couche avec ce pauvre Misogi, et il s'est pas juste arrêté là. Pour briser ses idéaux, il va renforcer ça avec un détail de mise en scène brillant, un foreshadowing subtil introduit au travers du personnage de Roba. Lors d'une scène très brève, il y a Roba qui avait juré qu'il tuerait Misogi après avoir vu l'une de ses interventions à la télévision. Mais à ce moment-là, en tant que lecteur, c'est une menace qui semble n'avoir aucun poids. Roba, c'est quelqu'un qui est lâche, qui est faible, et qui surtout est incapable de se battre. Sauf qu'en fait, c'est justement là que réside tout le génie du propos de Kaneshiro. Roba incarne à lui seul l'échec inévitable des idéaux de Misogi. Tout simplement parce que le désir de Roba ne pourra jamais être accepté par la société. Et du coup, son existence même démontre l'impossibilité d'un monde où chacun pourrait librement exprimer ses pulsions. Et voilà, la boucle est bouclée. Lorsqu'au moment fatidique du combat entre Jagasaki et Misogi, Roba va involontairement distraire Misogi, ce qui offrira une ouverture à Jagasaki pour lui porter le coup de grâce. Non seulement Kaneshiro avait planté cette idée des tomes plus tôt, mais en plus, il fait de Roba le catalyseur symbolique de la chute des idéaux héroïques de Misogi. Un autre détail très intéressant qui renforce l'idée que l'auteur voulait sanctionner les tétra-combattants qui n'étaient pas sincères dans leurs désirs, ça se trouve dans la scène où Jagasaki rencontre pour la première fois les Triple H. Sur les 6 personnages présents à ce moment-là, 3 d'entre eux ne sont pas honnêtes quant à leur véritable motivation pour devenir justicier. Et c'est sans doute pas un hasard si ce sont ces 3-là qui perdront la vie lors du lâcher de crapadingue orchestré par Shiharu. Nietzsche disait « Votre amour du prochain, c'est votre mauvais amour de vous-même ». Bon, je vais être parfaitement honnête, je ne cite jamais de philosophe d'habitude, pour une raison très simple, ça serait hypocrite de ma part, j'y connais strictement rien. Néanmoins, j'aime bien cette phrase, et je dois reconnaître que le travail de Nietzsche autour de la morale est vraiment parfaitement illustré par le manga de Jagan. En fait, le gros du propos de Jagan réside finalement dans le fait de pointer du doigt l'hypocrisie qu'il y a derrière l'altruisme. Mais ce qui est compliqué avec le manga,
c'est que même si ce sont les désirs égoïstes qui dirigent le monde, Jagasaki, lui, se trouve dans un entre-deux. Il peut pas ignorer ses pulsions, mais d'un autre côté, s'il s'y abandonne complètement, il cesse d'être humain. Du coup, malgré la critique qu'il en fait, le manga nous amène quand même à nous interroger sur la nécessité de cette fausse morale. Finalement, l'homme n'est-il pas obligé de se mentir à lui-même pour rester un être sociable et permettre à la société de fonctionner? Et c'est vrai que depuis tout à l'heure, je vous parle de désir, mais en fait, il y a une question toute simple que vous devez peut-être vous poser, mais c'est quoi le désir de Jagasaki? Ça, c'est vrai que c'est une question qui m'a longtemps intrigué lors de ma première lecture de Jagan. Ses pensées, ses remises en question, ses revirements m'ont parfois perdu, au point qu'à la fin, j'étais même plus sûr d'avoir cerné le personnage. Au début du manga, on met en avant ses pulsions meurtrières. Il semble fasciné par la violence et le pouvoir que lui confère son arme. Puis, il évolue. Tuer ne lui suffit plus, et c'est Belle qui devient son moteur. Un peu plus tard, il agira au nom de ce qu'il pense être juste, avant d'être guidé par la vengeance, et finalement, au point culminant de son histoire, son dernier combat contre Norman No Face, il puise ses dernières forces dans un désir aussi absurde que banal, partir en week-end avec Belle. Alors, à première vue, ses motivations semblent éparpillées, comme si Jagan ne savait pas vraiment où il voulait nous mener. Mais en réalité, la réponse elle réside pas dans ses désirs en eux-mêmes, mais plutôt dans ce qu'ils symbolisent pour Jagasaki au moment où ils se manifestent. Jagasaki n'a jamais voulu tuer qui que ce soit. Son obsession pour son arme de service n'est pas liée au meurtre, mais à ce qu'elle incarne pour lui. Toute sa vie, il s'est forcé de sourire, de jouer un rôle, de ne froisser personne, même face aux humiliations. Son arme représentait une échappatoire, un dernier recours pour briser cette existence étouffante. C'est pour ça qu'il s'imaginait souvent en train de tirer sur ceux qu'il méprisait. Tant qu'il possédait cette arme, il se sentait libre. Et en fait, cette notion de liberté, de ne jamais être enfermé dans un destin figé, c'est le véritable désir de Jagasaki selon moi. Lorsque Belle devient son déclencheur, c'est parce que justement il avait refusé d'avoir une aventure avec elle par pure morale. Lorsqu'il veut tuer Tengu, c'est pas par haine, mais parce que ce dernier cherchait à le priver de sa liberté en lui imposant à chaque fois des jeux morbides. Et quand à la toute fin, il trouve sa dernière force dans le désir simple et grotesque de passer un week-end avec Belle, c'est parce que c'est pas ce que le peuple, et ni même les lecteurs d'ailleurs, attendent de lui. Jagasaki refuse d'être réduit à une image de héros. Il ne supporte pas qu'on lui impose un chemin tout tracé. Son désir ultime est de toujours avoir le choix, quelle que soit la situation. Et ça, c'est pas un hasard, cette obsession elle tire sa source de son passé. Avant son éveil, il menait une vie banale, enfermé dans une routine sans saveur destinée à un futur sans éclat. C'est ce traumatisme, ce rejet profond de l'ancien lui-même, qui devient la source de sa force. Au début du manga, lorsqu'il prend plaisir à tuer les détraqués, c'est pas l'acte de tuer qui le satisfait. Ce qui l'excite, c'est le fait de s'accorder le droit de le faire. Lorsqu'il avoue ses sentiments à Belle, c'est pas l'amour en lui-même qui lui donne sa force, mais le fait qu'il se soit autorisé cet écart, qu'il ait pris un risque au lieu de suivre la voie la plus morale et la plus sécurisante. Voilà, je vais pas vous lister toutes les situations, mais de ce que j'ai pu voir, chaque moment clé de son évolution repose sur cette idée. Jagasaki trouve sa force dans la liberté d'agir. Et d'ailleurs, c'est finalement là qu'intervient Mikazuchi. Pensez-vous vraiment que Jagasaki le déteste parce qu'il l'a trahi? Pour moi, et encore une fois ça reste que mon avis, la vraie raison de cette haine, c'est que Mikazuchi représente exactement ce que Jagasaki était autrefois. Un homme qui a arrêté de s'écouter, qui s'est rangé dans une petite vie bien cadrée, et qui a accepté un avenir sans secours. Jagasaki voit en lui son ancien lui-même. Mais c'est aussi ce qu'il aurait pu devenir en acceptant le marché de Norman No Face. Et ça, ça lui est insupportable. Parce que pour quelqu'un qu'il considérait comme un mentor, voir ce reflet de lui, c'est une trahison bien plus profonde que n'importe quelle action concrète. Pour toutes ces raisons, et bien d'autres encore, Jagan est un manga que je trouve exceptionnel. Au-delà de son intelligence scénaristique, il faut aussi souligner le travail phénoménal de Kensuke Nishida au dessin. Son style est impressionnant tout au long de l'œuvre, mais sur les derniers tomes, il atteint vraiment un niveau de détail et une mise en scène qui est remarquable. Et honnêtement, j'aurais pu parler de tellement d'autres aspects du manga. De la même manière que j'ai évoqué la complexité du désir chez Jagasaki, tous les personnages sont construits autour de pulsions fascinantes, jamais simplifiées, jamais servis au lecteur comme une vérité absolue. On pourrait disséquer chacun de leurs désirs et y trouver encore plein de trucs super intéressants à dire. Je pense notamment à Mikazuchi et Shiharu qui sont véritablement deux pépites d'écriture. Bref, vous l'aurez compris, je vous invite vraiment à lire ce manga. Surtout si vous aimez Jujutsu et Chainsaw Man, je trouve qu'on est vraiment dans un registre très proche. Merci à ceux qui auront visionné la vidéo jusqu'au bout. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ce sera tout pour moi, à très bientôt.